Courage, courage. Alors, on est à peu près une vingtaine de participants. D'accord. Ça y est, le formateur a pu se connecter, donc on va commencer sous peu. Et bon, on les remercie pour cette formation, hein, le bureau BESIE, si, il va nous donner le nom exact. Ce sont nos voisins, ce sont les voisins du conseil régional de Tanger. Et donc, c'était une bonne opportunité. Madame Malika les a rencontrés et ils ont prévu donc une formation pour nous. Et justement, ça vient au bon moment parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à revoir aussi avec la protection civile ne fait plus partie des commissions, mais donc on est obligé maintenant de bien comprendre ces notices de sécurité, tout ce qui se rapporte à la sécurité incendie. Et donc, voilà, on est déjà donc 17 participants, je ne sais pas, j'ai envoyé un mail à tout le monde. Bon, de toute manière, ça va être enregistré. Et donc, il est déjà 17h15, donc je pense que sans plus attendre, on va donner la main au formateur pour qu'il commence. Voilà. Eh ben, super. Bonjour, bonjour, c'est Karim. Bonjour tout le Bonjour. monde. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, l'objectif de l'approche avec l'Ordre des architectes, c'était de proposer une formation, une sensibilisation par rapport à la réglementation de sécurité incendie dans la construction. Et l'objectif, pourquoi ça a été cette initiation? Parce qu'on s'est aperçu plusieurs fois à la réception des plans des archis de vos confrères. Donc, on s'est aperçu que voilà, qu'il y a quelques remarques qu'on met sur les plans et ça fait que voilà, ça remet la conception globale de votre travail pendant des semaines en question. Donc, l'objectif, c'était ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rapproché auprès de l'Ordre des architectes afin de vous faire gagner du temps, de vous apporter les astuces et les grands thèmes de la réglementation afin d'éviter cette perte de temps et voilà, de vous accompagner sur une compréhension pure de la réglementation incendie et par rapport à quelques astuces qu'on peut optimiser, qu'on peut comprendre ou connaître sur la réglementation afin d'obtenir, voilà, de gagner du temps, de vous faire gagner du temps et nous aussi par la même occasion, puisque la nouvelle réglementation, comme il a signalé, c'est Karim, a changé, que la protection civile a fait plus partie de la commission, que les bureaux d'études, maintenant les bureaux d'études agréés qui sont amenés à réaliser ces études et vous accompagner par rapport à tout le long de vos projets. Donc voilà, donc ça tombait super bien. Voilà. Donc voilà, c'était voilà, la première présentation. Donc nous, on est un bureau d'études, voilà, qu'on on est voisins. Alors, des architectes, on est au troisième étage, donc voilà, on fait les études, suivi la réception. Voilà, on a un centre de formation, on est spécialisé dans la sécurité incendie et l'environnement. L'étude d'impact pour l'environnement, on est agréé pour les deux domaines. Donc voilà. Donc c'est bon, je peux, si, il faut que vous me donnez la main, c'est Karim. OK. Ouais. Il faut me donner la main pour que je partage sur mon écran. C'est bon. C'est bon, vous l'avez le... Oui, oui, on voit la présentation. Ouais. Voilà. Voilà, donc l'objectif, c'était ça. Donc, on va passer, donc, ce que nous, on a proposé à l'Ordre des architectes, ce qu'on a dispatché en 5 modules afin d'avoir une compréhension pour chaque module. Donc, on est parti sur, voilà, sur aujourd'hui, par exemple, l'habitation. On va parler de l'habitation, la spécificité de l'habitation, la réglementation, tout ce qui concerne le classement, l'accessibilité, les points clés qu'il faut comprendre dans ce type de bâtiment. Et après, on est parti sur le deuxième module, sur tout ce qui touche à les établissements sur les travailleurs. Ça peut être atelier, ça peut être une administration.
Et on est parti sur le troisième module, c'est les GRP, les établissements recevant du public. Là, on va mettre l'accent sur les types d'établissements qui sont fréquents et les 3-4 types d'établissements qu'il y a des difficultés par rapport à une lecture de réglementation qui est spécifique. Et après, on est parti sur le quatrième module, sur comme on sait que dans Tanger, il y aura des IGH, des immeubles de grande hauteur, donc, puisque le plan d'aménagement, voilà, on arrive à R plus 30 sur Tanger. Donc, on tombe sur une catégorie supérieure de la réglementation, ce qu'on appelle les IGH. Et après, le dernier module, on va sur, puisqu'il y a des zones franches aussi sur les unités industrielles et tout ça sur Tanger, on est parti sur les unités industrielles et sur les classifications en termes de réglementation française, puisque voilà que on a un vide juridique dans la réglementation marocaine, donc on est amené à piquer un petit peu sur la réglementation française dans ce type de bâtiment. Donc voilà, en gros, le programme des prochains jours voilà, et d'aujourd'hui. Donc, c'est bon, je peux... Oui, J'attaque? oui, bien reçu. Allez-y. Okay. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me stopper ou voilà, s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est le but, c'est l'objectif. Donc, on est basé sur une réglementation marocaine depuis, vous savez qu'il y a une réglementation qui existe depuis le 15 octobre 2014. Donc, cette réglementation régit l'ensemble de ces modules qu'on a vus, sauf le dernier module, c'est que l'ICPE, les installations classées pour l'environnement, où on a une espèce de nomenclature, mais il n'est pas développé derrière une spécificité réglementaire qui nous renvoie sur telle ou telle activité ou telle substance. Donc, voilà, ça sera ça. Donc, nous, la base, ça sera la réglementation marocaine du 15 octobre 2014. Donc, aujourd'hui, on va partir sur l'habitation, comme on l'a dit. L'habitation, donc, l'habitation, ce qu'on va voir, c'est le classement. La première des choses, le législateur, il est parti sur la spécificité de l'habitation, c'est qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Le législateur, il a combiné les deux. Le point positif, c'est qu'on a une connaissance parfaite du logement. C'est-à-dire là où on habite, on connaît parfaitement notre logement. Donc, ça amène vers une évacuation. Voilà. On connaît l'évacuation, les accès. Par contre, le point négatif, c'est que voilà, la hauteur, puisque le risque, il est lié à la hauteur. Plus on monte au niveau, plus il y a une espèce de temps à évacuer. Donc, ça veut dire que la réglementation, elle va changer au fur et à mesure que la hauteur prend de l'importance. Donc, et après, on a le nombre de cloisons dans un foyer qui limite la propagation du feu. Et le risque accru, bien sûr, c'est le locaux à sommeil, parce que la réglementation, que ce soit dans les types d'habitation, que ce soit dans les types autres, ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public, que ce soit clinique, hôpital ou hôtel, on a l'espèce de ce qu'on appelle les locaux à sommeil. Les locaux à sommeil, voilà, ils ont une spécificité, c'est qu'on aperçoit tardivement voilà, l'incident, donc le temps de réagir, la réaction et tout ça, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on met les éléments, la réglementation, elle est trop rigide et stricte par rapport à ce type d'établissement. Et après, pour les bâtiments d'habitation, bien sûr, ils ne sont pas comme les autres types d'habitation, plutôt de bâtiments. Donc, il n'y a pas de contrôle périodique, il n'y a pas de contrôle, on n'a pas un service spécialisé, on n'a pas... Donc, voilà, ce que le législateur, c'est que chaque modification dans un logement, il faut que ça soit lié par rapport à une autorisation, par rapport à une conformité réglementaire. Donc, comme j'ai dit, les bâtiments ils sont classés par rapport à une espèce de catégorie, ce qu'on appelle les familles. Donc, plus on monte en hauteur, plus on a une catégorie supérieure. On a la première catégorie, ce qu'on appelle la première famille, c'est de rez-de-chaussée, simple rez-de-chaussée au premier étage, maxi. Donc, simple rez-de-chaussée, premier étage, on appelle ça première famille. Donc, ça, la réglementation, elle n'est pas trop regardante sur ce type d'établissement, puisqu'on n'est pas en hauteur très important et on est sur la plupart à 99%, c'est des habitations, c'est des bâtiments individuels, ça veut dire villa ou R+1, donc maximum. Donc, on est sur première famille. Et après, on monte sur le R+2 jusqu'à le R+3. On appelle ça la deuxième famille. Donc, on monte, donc on classe en quatre catégories. Première famille de 0 à 1,
un étage, et après, du deuxième étage au troisième étage, ce qu'on appelle la deuxième famille. Et après, on va dispatcher. Donc, après, on va développer chaque famille par rapport à la spécificité de chaque famille, que ce soit par rapport à la stabilité, l'accessibilité, tout ça. C'est juste, cette partie, c'est juste pour comprendre la classification des familles. Donc, après la troisième famille, on a la troisième famille qui a des sous-catégories. Donc, on a ce qu'on appelle la troisième famille A et la troisième famille B qu'on va développer plus tard. Et après, on a la quatrième famille. Donc, dans l'habitation, on a 4 catégories. On a la première famille de 0 à 1, R plus 1. De 2 à 3, c'est la deuxième famille. De 4 à jusqu'à 28 mètres, donc c'est la troisième famille. Et au-dessus de 28 mètres, donc le plancher, quand on dit la hauteur dans la sécurité incendie, c'est le plancher, le dernier plancher accessible aux habitants. Donc ça veut dire, c'est pas on ne prend pas la toiture, on prend le dernier plancher accessible. Donc le dernier plancher accessible, donc c'est le 28. Après, du 28 mètres supérieur à 28 jusqu'à 50 mètres, donc ça, c'est la quatrième famille. Donc on va développer un par un pour voir la spécificité de chaque type de classement. Donc, c'est ça. Voilà, première famille, R plus 1, deuxième famille jusqu'à R plus 3, et la troisième famille du R plus 4 jusqu'à moins de 28. Et après, de 28 à 50, c'est la quatrième famille. On va voir la spécificité de chaque type de bâtiment, d'habitation, et c'est quoi les obligations réglementaires, et c'est quoi les contraintes réglementaires pour chaque type. Donc, ça, c'est juste, je refais, donc voilà, pour que ça fasse, voilà, qu'il y ait une compréhension. Donc, voilà, 0, 1, donc voilà. Par contre, la deuxième famille, voilà, cette image, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on a une atténuation dont le seul cas, c'est dans l'habitation. Une atténuation, ça veut dire le duplex. Quand on parle du duplex, on a quelques vos confrères qui veulent prendre le duplex pour le bureau. Pour le bureau, appliquer cette atténuation sur le bureau. C'est que la réglementation l'interdit. Pourquoi? Quand on parle de duplex, on prend le dernier. L'atténuation dans l'habitation, ça veut dire le dernier niveau accessible. Ça veut dire je prends là, dans ce cas-là, je prends le troisième étage. Ça veut dire si je vois ma hauteur de niveau de mon immeuble, je prends du point de référence 0 jusqu'au R plus 3, ce plancher-là. Je ne prends pas le haut du plancher du duplex. Ça, c'est la seule atténuation dans l'habitation qu'on ne trouve pas dans le bureau. Par contre, dans les bureaux, dès qu'on met un duplex dans un bureau, bah, la hauteur de ce bâtiment bureau, on va prendre le plancher haut du duplex. C'est bon? C'est clair cette... Allô? Oui, oui, très clair. C'est bon? Voilà. C'est juste parce que ce point il est très, très, très important parce qu'on le voit sur les plans qu'on reçoit. Et voilà, parce que quand on écrit une duplex dans un bureau, donc ce n'est pas pour atténuer, parce qu'on ne peut pas faire de l'atténuation dans un bureau. On le fait que pour l'habitation. Donc, dans ce cas, puisqu'on a l'atténuation dans l'habitation, c'est le troisième niveau. Donc, ça veut dire qu'on va prendre le troisième étage, le dernier plancher. Là, on est dans la deuxième famille. On n'est plus dans la troisième famille. On ne peut pas changer de catégorie puisqu'on a cette atténuation. C'est juste. Et la différence entre la première famille et la deuxième famille, c'est la hauteur. Dès qu'on dépasse le dernier plancher accessible au public, donc pas au public, mais aux habitants, dépasse les 8 mètres, dès qu'on arrive à plus de 8 mètres, on est dans l'escalier encloisonné. Ça veut dire dans la première famille, de 0 à R plus 1, l'escalier est ouvert, on n'a aucun souci. Par contre, dès qu'on arrive à R plus 2, si on est plus de 8 mètres, si on n'est pas plus de 8 mètres, mon escalier sera toujours ouvert. Dès qu'on dépasse les 8 mètres, mon escalier il est encloisonné systématiquement. OK? Donc ça, on va le voir. Donc après, on a le troisième famille. Le troisième famille, on a dit à partir du quatrième niveau jusqu'au 28 étages. Pareil par rapport au duplex. Voilà. Après, on tombe sur ce que je disais tout à l'heure. On a dans la troisième famille, on a deux catégories. On a la catégorie A et la catégorie B, ce qu'on appelle la troisième famille A, la troisième famille B. La différence entre les troisième famille A et la troisième famille B, c'est que la troisième famille A, ça nous donne 3 conditions à respecter. Si on ne respecte pas
une des trois conditions, on tombe systématiquement dans la troisième famille B qui va nous pénaliser pour des moyens, mais qui va nous sortir par d'autres, qui va nous enlever d'autres contraintes. C'est ce qu'on va voir. Dans la troisième famille A, donc les trois contraintes, c'était quoi? Ça veut dire que je ne dépasse pas le R plus 7. Ça veut dire que je suis le R plus 7. Je peux avoir le R plus 7 plus le R plus 8 en duplex, en sachant que je compte que le dernier plancher du septième. Donc, je respecte le R plus 7. La distance, la porte palière entre la porte de l'appartement jusqu'à l'escalier, peu importe l'escalier, parce que là, à partir de là, j'ai deux escaliers, on va en parler. Donc, j'ai 7 mètres. Et après, l'accès de mon bâtiment, il est axé sur une voie. Une voie, ce qu'on appelle la voie échelle, qu'on va développer après. Donc, si j'ai les trois conditions, je suis dans la catégorie A. Si je ne respecte pas une des trois conditions, ça veut dire je dépasse les 7 étages, ça veut dire j'ai la distance de 7 mètres, de 7 mètres entre la porte palière et l'escalier que je ne respecte pas, ou bien la porte de mon immeuble, elle ne donne pas sur une voie accessible. Donc, si je ne respecte pas, je tombe sur la solution B. La solution B, c'est la troisième famille B. Ça veut dire, je ne respecte pas une des trois, mais là, ça m'engendre une contrainte. C'est quoi la contrainte? C'est que mes circulations communes, ils seront désenfumés et il y aura une détection. Donc, c'est ça la contrainte. Entre les deux, si on passe de l'un à l'autre, par contre, là, j'ai la détection, j'ai le désenfumage de mes circulations, mais je n'ai pas besoin d'avoir l'accès directement sur une voie de ma porte. Je peux avoir l'accès de ma porte de mon immeuble à 50 mètres maxi. Ça veut dire que je peux avoir une voie qui s'éloigne à 50 mètres, puisque je ne respecte pas, mais par contre, j'ai des contraintes, mais j'ai des atténuations aussi. Donc, c'est une espèce de balance sécuritaire. On va y revenir. C'est bon pour ce point? C'est bon, bien reçu. OK. Donc, après la quatrième famille, c'est simple. Dès qu'on dépasse les 28 mètres jusqu'à 50, donc voilà, on s'arrête à 50 mètres. C'est le dernier plancher accessible aux habitants. Toujours, on parle du dernier plancher accessible aux habitants. Là, on va voir de l'accessibilité, le point, entre guillemets, le point noir des appartements. L'accessibilité, la réglementation, elle est claire. Elle nous dit à partir de 8 mètres, dès que mon plancher accessible aux habitants il dépasse les 8 mètres, là, je suis dans l'obligation d'avoir une accessibilité de tous mes appartements. À partir de 8 mètres jusqu'à 28 mètres, de 8 à 28, pas plus. Moins de 8, je n'en ai aucune obligation. Plus de 28, je n'ai aucune obligation. C'est entre 8 mètres et 28 mètres. Je dois avoir ma façade accessible et tous mes appartements accessibles. Ça veut dire tous les appartements aveugles, on met une espèce d'escalier, le fond de parcelle, ce qu'on appelle le fond de parcelle, on met un escalier de secours derrière. Et ma voie pompier, ce qu'on appelle la voie échelle. Pourquoi? Parce que dès qu'on dépasse les 8 mètres, les pompiers sont amenés à ramener, à venir avec l'espèce de camion avec l'échelle. L'espèce de camion avec l'échelle, il est plus large, il a les vérins, donc il faut un espace, il faut une distance, il faut une particularité. C'est quoi la particularité? La première des choses, c'est que votre façade de bâtiment, il faut qu'elle soit éloignée de la voie de 1 à 8 mètres, donc ce que vous voyez ici, de 1 à 8 mètres, ça au cas où si mon camion il vient en parallèle. Donc il va se mettre en parallèle pour mettre ses échelles pour évacuer les personnes qui sont voilà, coincées dans une baie, une fenêtre ou bien dans un balcon. Ou bien dans le deuxième, là, donc que ce soit perpendiculaire. Ça veut dire mon camion, il vient perpendiculaire, mais par contre, ça, si on fait le choix d'avoir une voie perpendiculaire, il faut avoir cette voie, il faut qu'elle fasse 6 mètres. Donc voilà, il y a des contraintes. OK? Donc soit j'ai une voie parallèle qui fait de 1 à 8 mètres de ma façade vers la voie 1 à 8 mètres, ou bien perpendiculaire de 1 mètre, mais une longueur de 10 mètres. Et mon largeur, ce qu'on appelle la largeur utilisable de la voie.
Donc, ça veut dire la voie où il va se mettre, il va stationner le camion. Quand on parle de la voie de largeur utilisable, ça veut dire, quand on dit 4 mètres, c'est en dehors des stationnements. Ça veut dire, je peux avoir des stationnements de part et d'autre, mais le milieu, il faut qu'il me reste 4 mètres afin que le pompier, que le camion stationne librement, il sort ses vérins pour stabiliser son camion et balancer son échelle. C'est bon? C'est bon pour… Bien reçu, oui. Donc voilà. Donc on va y revenir. L'accessibilité, c'est ça. Donc l'exigence de l'accessibilité, voilà, c'est ça que je vous dis, entre 8 et 28. Dès que je dépasse 8 mètres jusqu'à 28, vous êtes obligé que votre bâtiment a une accessibilité de tous les appartements doivent être accessibles. À partir de 28, dès que vous dépassez les 28 jusqu'à 5 peu à l'infini, je ne sais pas, jusqu'à plus, il n'y a aucune obligation réglementaire d'avoir l'accessibilité pour les appartements, puisque l'échelle, elle ne va pas au-delà de 28. L'échelle, donc il n'y a pas des échelles de 50 mètres, de 60 mètres. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas mettre les appartements accessibles sur des voies pour des échelles inexistantes. Donc c'est pour ça qu'on va par rapport à la longueur d'échelle existante sur le marché. Donc, les immeubles de la deuxième famille, donc c'est ça ce qu'on a dit, en dehors, moins de 8 mètres, il n'y a aucune obligation. À partir de plus de 8 mètres, on a une obligation réglementaire d'avoir une voie échelle, ce qu'on a dit tout à l'heure. OK? C'est ça ce que je dis dans cette paragraphe. Et les quatrième famille, la troisième famille B doivent être implantées de telle sorte. Là, on va revenir sur le point, ce qu'on a vu pour la famille A et la famille B. La famille A, je reviens sur ça. La famille A, si je respecte les 3 conditions, là, puisqu'on a parlé de l'accessibilité, là, je reviens sur cette image pour coordonner les deux. Donc, si je respecte les 3 conditions, R plus 7, 7 mètres entre la porte palière et l'escalier, et ma voie donne directement sur la porte de mon immeuble, là, je suis dans l'accessibilité de tous mes appartements. Ça veut dire que tous mes appartements doivent être accessibles. Au moins, une pièce doit être accessible, soit par la façade, soit par l'arrière. Si je ne respecte pas ces conditions, je ne suis plus dans l'obligation d'avoir l'accessibilité de mes appartements, puisque j'ai une contrainte technique qui m'a été imposée. C'est laquelle? C'est la détection et le désenfumage de mes circulations. Soit je respecte les 3 conditions, mais j'ai l'accessibilité des pompiers de toute ma façade et tous mes appartements. Soit, si je ne respecte pas, ça veut dire que je peux partir sur cette phase. Et ça aussi, c'est une espèce de jeu réglementaire. Ça, on peut avoir ce jeu réglementaire. Ça veut dire que sur votre immeuble, vous n'avez pas l'accessibilité. Ne respectez pas les 3 conditions, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire l'accessibilité pour les appartements, mais par contre, il y aura le désenfumage dans les circulations communes et la détection dans la circulation commune. Mais vous n'êtes pas obligé de faire l'accessibilité. OK? Donc, soit l'un, soit l'autre. Donc, ça, on peut jouer sur ça, dans ce type de classement. Donc, voilà, ça. Et après, dans les appartements, pourquoi je vous ai dit, parce qu'il y a toujours une interprétation un peu réglementaire, que voilà, on trouve des difficultés avec quelques intervenants, des anciens intervenants sur le dossier, par rapport à cette réglementation. Pourquoi? Parce que la réglementation, elle est claire. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit que tous les appartements doivent disposer d'au moins d'une façade accessible aux engins de secours répondant aux caractéristiques d'accessibilité des ERP. Ça veut dire elle nous renvoie, le législateur, il nous renvoie sur une accessibilité des établissements recevant du public. Les établissements recevant du public, ça parle de 8 à 28. C'est pour ça que je renvoie sur de 8 à 28, puisque le législateur, il nous renvoie sur une réglementation qui nous impose entre plus de 8 mètres à 28 mètres. Mes appartements doivent être accessibles. En dehors, en dessous et au-dessus, aucune obligation réglementaire. Et
pour les appartements, vous le savez, hein, pour les appartements aveugles, ce qu'on appelle les appartements aveugles, ou les appartements de fond de parcelle qui ne donnent pas sur une voie, ben, on crée un escalier de 0,90 qui donne, voilà, qui soit commun avec les autres. Normalement, toujours, il descend par la cuisine, derrière, sur une cour, et après de la cour, il faut qu'ils sortent par leurs propres moyens pour évacuer. Donc, c'est le principe d'évacuation. Je peux les évacuer, j'évacue par la façade. Si je ne peux pas l'évacuer par les façades, ils doivent s'évacuer eux-mêmes par un escalier de cour derrière, et jusqu'à ce que sur une cour, et après sortir directement vers la sortie. Est-ce qu'il y a des questions sur l'accessibilité ou ce qu'on a vu? Ou je continue? Non? Pas de questions sur ce qu'on a vu? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Donc, une question. Donc, pour la famille, pour ces conditions-là, est-ce qu'ils s'appliquent sur ils s'appliquent pas sur la famille 3B? Ce qui ne s'applique pas sur la troisième famille, B, Voilà, c'est voilà, l'accessibilité. C'est l'accessibilité. voilà, l'accessibilité. Pour l'accessibilité, on peut utiliser le désenfumage dans la circulation commune et donc pas de voie échelle. Tout à fait. Pas de voie à échelle dès que vous ne respectez pas les trois conditions. Donc, ça veut dire que vous pouvez ne pas les respecter si vous n'avez pas la façade qui donne Voilà, directement sur exactement. le. Donc, on peut faire en sorte de ne pas les respecter. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un jeu réglementaire. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas, sur un lotissement, vous ne voulez pas faire une espèce de carrossable, une voie carrossable et tout ça. Vous avez des immeubles à l'intérieur d'un lotissement. Vous avez d'autres immeubles qui donnent sur arrière. Ben, les immeubles arrière, pour ne pas créer un sous-sabbat et tout le tralala. Donc, voilà, vous pouvez ne pas respecter les trois conditions. Une des trois conditions, et passer directement à la troisième famille B, mettre de la détection, des enfumages et éviter l'accessibilité pure et dure. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est bon? On continue, c'est bon, il n'y a pas de. Après, on tombe sur la stabilité au feu des bâtiments. La stabilité au feu du bâtiment, plus on monte en hauteur, plus la stabilité elle est plus importante, ce qui est logique. La première famille, ça veut dire la villa, un quart d'heure. On demande une stabilité au feu, un quart d'heure. La deuxième famille de R+1, de R+2 jusqu'à R+3, une demi-heure. Plus on monte en famille, plus la stabilité elle augmente. Et la troisième famille, c'est une heure. Et la quatrième famille, c'est 1h30, la stabilité au feu. Et les planchers coupe-feu, pareil. Les planchers, donc on parle de stabilité, et les planchers coupe-feu, une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 1h30. Donc voilà, c'est juste pour savoir. Les mesures de groupement vertical. Et après, dès qu'on a, des fois, on a une espèce de groupement en bande, que ce soit des villas en bande, soit des bâtiments en bande, ben, la réglementation, elle impose un recoupement tous les 45 mètres. Tous les 45 mètres, un recoupement par un mur. Si on est dans la première famille, par un mur coupé une demi-heure. Si on est dans la deuxième famille, 1 heure. Si on est dans la troisième famille, pareil, c'est 1 heure. Si on est dans la quatrième famille, plutôt dans la troisième famille et quatrième famille, c'est 1h30. Donc voilà, c'est le recoupement tous les 45 mètres, je recoupe. 45 mètres, je recoupe si je suis sur un lotissement de villas ou peu importe qui sont en bande. Et après, la résistance au feu pour les parois séparatifs. Séparatifs dès qu'on a des immeubles. Donc, les parois séparatives des habitations individuelles, première, deuxième, un quart d'heure, pas pareil. Ce qu'on a vu, pareil. Ça se répète, toujours la même chose, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 1h30, par rapport chaque fois, on change de type de famille. C'est ça la séparation des parois. Après, la séparation de l'ensemble, regroupement de cellier carré. Ça aussi, parmi les points où on trouve sur des plans, c'est des fois beaucoup, ça se fait de plus en plus, on met des caves ou des celliers dans le sous-sol. La plupart, c'est dans le sous-sol.
ce qu'on met. Ben, la réglementation, elle impose qu'ils soient regroupés déjà et qu'il y a une espèce de mur de protection entre cette cave ou ce cellier par rapport au parc de stationnement, par un mur qu'on fait une heure, si on est en troisième, quatrième famille, et un bloc, puisque chaque fois on le met dans le troisième, quatrième famille. Et à partir de R plus 3, après R plus 4, jusqu'à les 50 mètres, on met des caves dans les parkings. Donc, ces caves, il faut qu'ils soient alignés et ce qu'on va voir sur la photo. Donc, il faut qu'ils soient alignés, groupés et séparés par des murs couffeux 1 heure et des portes par flamme 1 demi-heure. On peut avoir un accès directement sur le parc de stationnement, mais si on le regroupe comme de telle sorte sur la photo, il faut qu'on ait leur propre escalier. Il faut qu'ils soient séparés des autres escaliers. OK? Ça, c'est la contrainte un petit peu. Pourquoi? Parce que le législateur, il part du principe que c'est des caves et des celliers, on va mettre de tout, de n'importe quoi. Il peut avoir ce qu'on appelle un potentiel calorifique, ça veut dire du combustible. Ça veut dire on va mettre voilà, de stockage, on ne sait pas, parce que ça, c'est aux habitants, donc ils vont mettre de tout, de n'importe quoi, ça peut augmenter le risque. Ça peut être comme une espèce de mini-stockage aligné et regroupé sur une espèce de zone qui peut créer un risque pour le parking de stationnement, du parking de stationnement comme le cellier. Donc, c'est pour ça que la réglementation impose que voilà, qu'ils soient regroupés de préférence et qu'il y a une séparation entre les deux et avoir leur propre escalier. Le revêtement extérieur des façades. Ça aussi, par rapport aux façades, que ce soit première famille, deuxième famille, troisième famille, quatrième famille, ils ont la réglementation impose qu'on a les revêtements extérieurs des façades qu'ils ont une résistance, une réaction au feu. Une réaction au feu. Donc, première famille, deuxième famille, la réaction, ce que la réglementation impose, c'est le M0, ce qu'on appelle le M0. Le M0, c'est combustible moyennement inflammable. Moyennement inflammable, ce qu'on appelle le M3. Sur la troisième famille, quatrième famille, donc là, on part sur une espèce de calcul par rapport à la hauteur de mes deux bâtiments. Si j'ai deux bâtiments vis-à-vis, la hauteur la plus importante des deux bâtiments, sur la distance entre les deux façades, je divise la distance sur la hauteur. Si je suis inférieur à 8 mètres, attendez, je mets la photo, ça sera plus simple. Donc voilà, c'est ça. Donc pour trouver quel matériau je vais mettre sur ma façade, la résistance de mes matériaux de ces façades, donc si j'ai deux bâtiments vis-à-vis, donc je prends la hauteur le plus important des deux bâtiments, c'est celui-là. Je divise sur la distance entre les deux bâtiments. Si je suis inférieur à 0,8, je suis pénalisé. Donc j'ai l'obligation d'avoir des matériaux sur ma façade qui sont M2. Ça veut dire qu'ils sont combustibles et ininflammables. Donc ça, on est pénalisé un petit peu. Par contre, si je suis supérieur ou égal à 0,8, là, je monte, donc je suis moins pénalisé, donc je monte sur un matériau moins contraignant. Sur des matériaux moins contraignants, que ça peut être le bois, par exemple. C'est du M3. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, j'ai mis ça pour comprendre un petit peu, voilà, c'est juste pour savoir que des fois, quand on demande les matériaux, tel matériau, voilà, la réglementation, elle impose par rapport, des fois, pour l'habitation, par rapport à une distance et à une hauteur. Et le rez-de-chaussée, il sera toujours, voilà, le M2. Donc, le rez-de-chaussée, il est toujours pénalisé en M2. Pourquoi? Parce que le feu, il remonte, voilà, il remonte du bas vers le haut. Donc, la façade, c'est juste pour protéger du superposé et en même temps sur le feu extérieur. Ça veut dire le rez-de-chaussée, si on le protège, c'est par rapport s'il y en a un qui vient, qui met sa voiture au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de mon bâtiment, et si la voiture, elle prend feu, que voilà, on a une résistance au niveau du rez-de-chaussée qui résiste par rapport à ce feu extérieur qui ne se propage pas sur la façade des étages supérieurs. Donc voilà, c'est ça le principe un petit peu réglementaire. C'est bon pour le revêtement extérieur des façades? Oui, une question? Oui.
Il y a un classement des matériaux, M2, M. Il y a un classement quelque Européen. part. Européen. Européen, d'accord. Oui. Oui, il y a des classements, ça c'est des classements français, il y a un classement européen. Donc on a une espèce de tableau qui combine les deux. Parce qu'on a D'accord. toujours des classements voilà, français, mais combinés avec des classements européens pour les anciens et tout ça. Donc il y a toujours des M0, M1, M2, M3, M4. Et après, on a ce qu'on appelle le A, le B, le C, le D dans le classement européen. D'accord, merci. Après, on tombe sur puisque la façade, on parle de la façade, donc les matériaux utilisés par la façade, on parle du C+D. Le C+D, vous savez très bien que le C+D, que l'objectif du C+D, c'est empêcher le feu de se propager d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. C'est pour ça qu'on crée le C+D. C'est la distance entre le haut de la baie, le bas, le haut de la baie et le bas de la baie qui est lui superposé. Donc, c'est ça Et après, la longueur. Et après, on additionne cette distance avec la distance de la longueur entre la façade et le retrait. Donc, pour voir un métrage. Donc, les valeurs C plus D pour les troisième familles A, troisième famille B et quatrième famille. On ne parle pas de C plus D pour la première famille, deuxième famille. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas plus de 8 mètres. Dès qu'on dépasse les 8 mètres, toujours la valeur de 8 mètres, c'est très, très, très important dans la réglementation, que ce soit pour changement de voie, engin, voie, échelle, donc par rapport à l'accessibilité, et du C plus D. Là, on tombe sur, par exemple, la troisième famille A, le C plus D, c'est 0,60 mètres. Donc, il me faut 0,60, mais c'est conditionné toujours par rapport à la masse combustible mobilisable de ma façade. Donc, on parle toujours de ma façade, les matériaux utilisés. C'est quoi les matériaux que j'utilise? Combien ils me donnent en mégajoules par mètre carré sur ma façade? Donc, toujours, on tombe sur le matériau utilisé. Donc, le C plus D, si j'ai des matériaux qui font entre 25 mégajoules mètre carré et 80 mégajoules mètre carré, il me faut 0,80. Si je suis supérieur à mégajoule, ça veut dire plus le risque, le mégajoule, ça veut dire le combustible, mes matériaux fournissent un chiffrage très important en masse combustible mobilisable, par exemple supérieur à 80 mégajoules au mètre carré, le C plus D, il est plus important. Donc, on protège plus important. Donc, on met une protection adéquate par rapport les matériaux utilisés sur la façade. La troisième famille B et la quatrième famille, c'est autre chose. Donc là, on passe, vous avez vu que la première, on est parti sur 0,60, là, on part sur 0,80. Donc, en 0,80, et là aussi, c'est une atténuation qui n'était pas prise en considération par rapport à l'habitation. Parce que dans les ERP, dans les établissements recevant du public, le C plus D, dès qu'on met la détection, il n'y a plus d'obligation d'avoir le C plus D. Par contre, l'habitation, non. Le législateur, non. Il n'a pas épargné cette problématique, cette atténuation plutôt. Parce que le troisième famille B, on a la détection. La quatrième famille, on a la détection. Mais il a laissé le C plus D. Mais quand même, il a insisté d'avoir le C plus D. Par contre, les ERP, non. Pourquoi? Parce que l'habitation, c'est l'aspect locaux à sommeil, c'est l'aspect, voilà, donc le manque d'évacuation organisée. Donc, il y a des aspects derrière qui fait que c'était une contrainte supplémentaire, le C plus D, d'avoir le C plus D dans la troisième famille B et la quatrième famille. Et pourtant, dans les ERP, dès qu'on a la détection, il n'y a plus d'obligation. Donc ça, on le verra dans le module de l'ERP. Donc voilà, c'est pareil. Donc on respecte par rapport à la masse combustible mobilisable. Ça veut dire que vous nous dites c'est quoi les matériaux utilisés sur votre façade, on a une espèce de tableau et on voit la surface de votre façade et on divise sur le mégajoule par mètre carré. Après, on voit par rapport les matériaux plutôt, le matériau que vous utilisez, c'est quoi? Il présente quoi en mégajoules sur la façade, votre façade, et on sort combien de mètres carrés. On vous dit, par exemple, il vous faut 0,80, 1 mètre, 1 mètre 30 de C plus D. Donc voilà. En gros.
comment ça fonctionne, le C plus D, par rapport à voilà, ce dimensionnement. C'est bon pour les façades C plus D avant de rentrer dans le dégagement? Il n'y a pas de... Non? OK. Bon, le dégagement. Les dégagements, quand on dit dégagement, ça veut dire les sorties, ça veut dire les escaliers, ça veut dire la circulation commune et les escaliers. Vous savez très bien que jusqu'à R plus 4, on a un seul escalier. À partir de plus de 8 mètres, l'escalier est encloisonné, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, à partir dès que je dépasse les 8 mètres, mon escalier est encloisonné systématiquement. Et après, jusqu'à 4 niveaux, R plus 4, j'ai aucune obligation réglementaire d'avoir 2 escaliers. J'ai qu'un seul escalier. À partir de R plus 5, la réglementation m'impose d'avoir un deuxième escalier de secours de 0,90. Le premier escalier, il naît sur 1,20, donc 1,20 m. Le deuxième escalier de secours, ce qu'on appelle l'escalier de secours, il est de 0,90. Donc la conception de l'escalier principal, il faut avoir un escalier droit avec un palier. Un palier, pourquoi? Je montre. On revient, c'est ça. C'est ça l'escalier réglementaire que la réglementation nous impose. C'est d'avoir les caractéristiques. Ça veut dire 1,20 m avec les deux mains courantes de 10 cm et après 1,20 m et surtout la longueur de mon palier de 1,25 m. Pourquoi? Pour que mon brancard puisse descendre, pour que je puisse avoir une victime sur un brancard et le faire descendre dans les escaliers et prendre le rayon adéquat par rapport à mon brancard. Parce qu'une victime, pour faire descendre une victime d'un étage X, il faut, voilà, elle est allongée. Donc, je peux pas, l'ascenseur, elle ne rentre pas, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un monte charge, parce que l'ascenseur, il est petit, donc on ne peut pas faire rentrer un brancard. Donc, systématiquement, on part sur voilà, l'escalier. L'escalier, c'est ça, l'escalier réglementaire droit. Je parle de l'escalier principal. Donc, voilà. Donc, l'escalier. La conception d'un escalier hélicoïdal doit être obligatoirement à l'air libre. Ce qu'on fait, ça, c'est à l'air libre. On ne peut pas le mettre encloisonné. Parce que le mot encloisonné, parce qu'on dit encloisonné ou à l'air libre, c'est ça protégé. Parce que la réglementation, quand elle dit escalier protégé, soit il est encloisonné, fermé sur une gaine, soit il est à l'air libre. Donc, l'un ou le deux, c'est pareil. Donc, dans tous les cas, pour toutes les familles, la distance, donc après, ça, il faut le prendre en considération. Donc, tous les portes palières des appartements, il ne faut pas qu'elles soient distance plus de 15 mètres d'un escalier. Donc, ça veut dire que jusqu'à la troisième famille, du 5e étage jusqu'au... c'est la troisième famille. La troisième famille, la troisième famille, les 2 escaliers, peu importe l'emplacement. Il n'y a pas une distance entre les 2 escaliers réglementaire. Ce n'est pas comme la 4e famille, ce qu'on va voir. La 4e famille, la réglementation impose que mes 2 escaliers soient distants de 10 mètres. Là, il faut la respecter. Mais par contre, dans la 3e famille, la réglementation ne l'impose pas. Elle n'impose pas une distance réglementaire entre les 2 escaliers. Par contre, elle nous dit que toutes les portes palières des appartements, il ne faut pas qu'elles soient éloignées plus de 15 mètres de mon escalier. Peu importe, l'escalier principal ou l'escalier de secours. Ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que par rapport à la conception, votre conception des plans, donc il faut que, voilà, que la porte palière, vous basez que sur la porte palière, qu'elle ne soit pas éloignée plus de 15 mètres. Pas plus. Par contre, pour la 4e famille, ce qu'on va voir après, donc c'est la dernière paragraphe. Dès qu'on arrive à la 4e famille, ça veut dire supérieur à 28 mètres, mais en dessous de 50 mètres. Donc, systématiquement, on a 2 escaliers de 1,20 m. 2 escaliers de 1,20 m chacun. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'escalier 1,20 m et 0,90 secours. Non, on est sur 2 escaliers principaux. 1,20 m, 1,20 m, distants, avec une distance entre les deux de 10 mètres et en respectant les 15 mètres de porte palière sur les 2 escaliers, de part et d'autre. Donc, c'est ça la particularité du 4e famille. Par contre, la 3e famille, du R plus 5 jusqu'à 28, donc on est sur un escalier 1,20 plus 0,90 en respectant la configuration de mon escalier, ce qu'on a vu là tout à l'heure sur la photo, voilà, afin de faire descendre, un brancard.
Donc, c'est ça la photo qu'on a vue. Donc, dimensionnement des escaliers. Les habitations collectives en règle générale, parois, escaliers, doivent par flamme. Donc, c'est ça, c'est la règle générale. Mes escaliers, il faut qu'ils soient protégés, voilà, minimum, soit couvre-feu 1 heure pour les habitations troisième famille et quatrième famille, et les autres, c'est par flamme, 1 demi-heure, et pour la première famille, c'est 1/4 d'heure. Donc là, on est sur une phase, voilà ça. Des fois sur votre conception, vous mettez des vitres, des baies dans l'escalier pour faire entrer de la lumière. Cette baie, la réglementation, ça vous laisse le choix. Soit vous le mettez par flamme 1 demi-heure pour respecter la résistance au feu de votre escalier qui est encloisonné, soit vous respectez une espèce de distance réglementaire. Les distances réglementaires, c'est ça. Ça veut dire à la première baie, il faut 2 mètres. Il faut que cette baie, la baie de l'escalier, il faut qu'elle soit éloignée de la baie qui est juste dans l'alignement. Elle doit être à 2 mètres. Et la baie qui est juste dans l'alignement incliné à 4 mètres et celle de vis-à-vis à 8 mètres. Si on respecte les 3 conditions, votre baie dans l'escalier, aucune résistance au feu n'est imposée. Ça veut dire que vous mettez n'importe quelle baie. La réglementation ne vous impose pas une résistance au feu de la baie. Par contre, si on ne respecte pas ces conditions, donc systématiquement, on est dans la résistance au feu de cette baie qui est par flamme 1 demi-heure. Donc voilà. Donc ça parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on voit sur cette particularité. On met des puits de lumière. Voilà, c'est comme un puits de lumière, une baie dans les escaliers afin de faire entrer de la lumière et tout ça. Donc voilà, il faut respecter les 3 conditions, sinon on est pénalisé sur une baie par flamme 1 demi-heure. Après, on revient, donc on est toujours dans les escaliers, la résistance des escaliers. Les escaliers jusqu'à moins de 8 mètres, on n'a aucune obligation. Par exemple, là. Donc, ça veut dire que mes appartements s'ouvrent directement dans le palier escalier. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien du tout. Puisque là, tout à l'heure, on l'a dit, à partir de 8 mètres, dès que je suis à 8 mètres, mon escalier il est encloisonné. C'est la partie là. Donc, dès que mon escalier est encloisonné, ça veut dire que ma hauteur, je dépasse les 8 mètres. Donc, systématiquement, là, on est dans les portes palières des appartements, tombe sur une circulation commune. Et après, on a une porte sur l'escalier. Et après, le revêtement, ce qu'on appelle le revêtement des escaliers, ça veut dire les matériaux utilisés pour les escaliers. Dans la deuxième famille, donc on est sur du M2. M2, voilà, c'est classification des matériaux, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est le plafond et les murs. Mais par contre, le sol, le législateur laisse libre choix. Donc, on met ce qu'on veut pour le sol. Par contre, là, on est pénalisant. Là, il nous pénalise sur tout ce qui est troisième famille et quatrième famille. On est pénalisé sur le plafond et le mur. On est pénalisé sur des matériaux incombustibles. Ça veut dire ininflammables et incombustibles. Ça veut dire du béton, du carrelage, voilà. Donc, ça veut dire quelque chose qui ne prend pas feu, qui ne se consomme pas et qui ne s'enflamme pas. Mais par contre, le sol, il nous laisse le M3. Donc, le sol, les escaliers, il nous laisse les matériaux qu'on veut. Vous pouvez mettre du bois, par exemple, mais que dans les marches d'escalier. Mais par contre, sur le plafond et sur le mur, là, on est obligé de mettre des matériaux qui sont incombustibles et ininflammables. Ça veut dire que voilà, c'est des matériaux résistants. Béton, ou des matériaux qui ne prennent pas feu, qui ne se consomment pas. Après, on est sur la communication. Ça, vous le savez, la communication entre ce qu'on appelle l'intercommunication. L'intercommunication entre le sous-sol et les escaliers venant des étages supérieurs et l'escalier des sous-sols. Donc, il y a une discontinuité, ce qu'on appelle une discontinuité. L'objectif de cette discontinuité, c'est l'évacuation, tout simplement. Ça veut dire quelqu'un qui descend du 5e étage en courant, si on ne met pas une discontinuité, il ne se rendra jamais compte qu'il est arrivé au rez-de-chaussée. Donc, il va descendre jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que la réglementation législative a imposé une discontinuité afin que la personne évacuée, il pousse la
porte au niveau du rez-de-chaussée, il sait qu'il est au niveau du rez-de-chaussée. Donc, c'est à partir du moment où s'il veut descendre au sous-sol, ben, il traverse, donc il prend la porte juste à côté, donc il pousse la porte, donc plutôt il tire la porte et il descend au sous-sol, ça veut dire que c'est un choix. Donc, c'est juste une question d'évacuation, pour l'évacuation, donc le principe. Et après, bien sûr, on protège, puisque c'est des escaliers encloisonnés, ben, les portes, ils sont par flamme, voilà, une demi-heure et ainsi de suite. C'est bon? Pas de questions? Je continue? OK. Donc, le désenfumage, là, on va parler de désenfumage. Désenfumage aussi, surtout, on parle de ce module, surtout par rapport aux gaines, la réserve des gaines, par rapport à la conception de vos plans, comme ça, il y aura des réserves. Tout ce qui est deuxième famille, troisième famille, aucun désenfumage n'est obligatoire, sauf pour les escaliers. À partir de 8 mètres, les escaliers, dès qu'on dit escalier encloisonné, systématiquement, escalier avec un exitoire, voilà, avec le tiret lâché au niveau du rez-de-chaussée. On a une espèce d'exitoire avec le tiret lâché qui arrive au niveau du rez-de-chaussée, à l'entrée du rez-de-chaussée, de la porte du rez-de-chaussée, pour le tiret lâché. L'exitoire, il s'ouvre, il n'y a que les pompiers qui peuvent ouvrir l'exitoire au moment s'ils se rendent compte que les niveaux supérieurs, ils étaient en fumée, que les personnes dans les niveaux supérieurs ne peuvent pas accéder à l'escalier par rapport à la fumée. Donc, on ouvre l'exitoire afin d'évacuer cette fumée, afin que les gens puissent sortir. Troisième famille B et la quatrième famille, ce qu'on a vu tout à l'heure. La troisième famille B et la quatrième famille, on désenfume les circulations et l'escalier. Donc, les circulations sont désenfumées. Dans la troisième famille B, si on ne respecte pas les trois conditions, ce qu'on a vu. Et la quatrième famille, c'est d'office. Plus de 28 mètres jusqu'à 50, c'est d'office. Il faut, toutes les circulations communes doivent être désenfumées et il y aura une détection. Et bien sûr, l'escalier, il est désenfumé par le biais d'un exitoire. Ben, c'est ça le principe. Le désenfumage des circulations, c'est ça. On a une espèce de, si on ne dépasse pas les 5 niveaux, on a ce qu'on appelle les types shunt. Shunt, ça veut dire qu'on a des volets ouverts. C'est ça. On a des gaines ouvertes. Que ce soit pour les amelets d'air, soit pour les évacuations de fumée, ce qu'on appelle shunt. Mais ça, il est autorisé pour 5 niveaux, pas plus. Dès que je dépasse les 5 niveaux, je ne suis plus dans cette configuration. Je passe dans la configuration autre. Ça veut dire la configuration là, adjacente. Donc là, on est sur 2 fois 20 décimètres carrés. Donc ça veut dire j'ouvre 20 décimètres carrés. Si vous voyez un petit peu, donc voilà, le principe c'est quoi? C'est quand j'évacue, toujours il y a une espèce de décalage. Il y a une espèce de décalage afin que la fumée ne rentre pas dans le niveau supérieur. Il y a toujours une espèce de décalage afin que la fumée parte tout droit vers la toiture. Si j'ai plus de 5 niveaux, donc je passe systématiquement sur un désenfumage un petit peu classique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les troisième famille B et les quatrième famille. Donc, les troisième famille B et quatrième famille, c'est ça. On fait un désenfumage de telle sorte. Donc, on est à 20 décimètres carrés d'ouverture de gaine et on est sur voilà, une détection et amenée d'air et évacuation. Donc, on va voir pour les gaines. Voilà, la réserve des gaines, c'est ça. Donc, dès qu'on a un logement ou un bâtiment où la réglementation m'impose un désenfumage, ça veut dire la troisième famille B et la quatrième famille, les gaines qu'il nous faut pour le désenfumage, c'est ça. Donc, la première gaine, c'est à partir de la première porte palière de l'appartement. Jusqu'à 5 mètres. Vous pouvez aller jusqu'à 5 mètres. Ça veut dire que vous pouvez s'arrêter à 1 mètre s'il y a possibilité de créer une gaine. Vous pouvez aller jusqu'à 5 mètres maxi. Et après, vous créez la première gaine. C'est ça. C'est cette partie-là. Donc, ça, c'est la porte logement. Donc, je peux aller jusqu'à 5 mètres. Et après, j'ouvre ma première gaine. Et après, il me faut une réserve de gaine. Et après, si j'ai mon couloir qui tourne, là, à partir de là, j'ai 7 mètres. Donc, je comptabilise de ma première gaine, je fais 7 mètres et il me faut une deuxième gaine. Et de là à la prochaine, 10 mètres. Et de là à la prochaine, 10 mètres. Donc, ça veut dire que quand j'ai une circulation droite, c'est 10 mètres. Quand j'ai une rectiligne, donc tournante, j'ai 7 mètres. Pourquoi? Parce que la perte de charge, ce qu'on appelle la perte de charge, ça veut dire que quand j'ai une circulation droite, je n'ai aucun problème pour le passage de l'air et l'évacuation des fumées. Donc, j'ai une vitesse, entre guillemets, réglementaire. Dès que j'ai une passage rectiligne, comme là, tournant,
Donc, systématiquement, j'ai une espèce de perte. Donc, c'est pour ça qu'on réduit la distance. On passe de 10 à 7. Donc, c'est juste ça aussi pour que vous le sachiez, pour la réserve des gaines, parce que c'est très, très, très important, les gaines. Quand on a un bâtiment d'habitation, on a le désenfumage qui est imposé dans le troisième famille B ou la quatrième famille. Donc, j'ai juste pour le prendre en considération. Voilà. Et après, bon, ça, c'est pour la détection, parce qu'il y aura, dès qu'il dit désenfumage, dit systématiquement détection dans les couloirs. C'est eux qui prendront en charge le déclenchement de désenfumage. Et voilà. Donc là, pareil, on dit 10 mètres d'un logement. Donc voilà, il faut que mon détecteur soit éloigné de 10 mètres d'un logement. Voilà. Dès que j'ai ma porte palière, je pars 10 mètres et je pose mon détecteur. Je pars 10 mètres et je pose mon détecteur. Et ainsi de suite. Des questions sur le désenfumage, sur ce qu'on a vu là, désenfumage et tout ça, ou pas? Ou c'est bon? Non? Ça semble extrêmement clair. Tabarkallah alik, pas de questions. Eh bien, c'est l'objectif. C'est l'objectif. OK. Donc, on continue. Pour les ascenseurs, on n'a aucune. La réglementation n'impose rien, n'impose sauf pour les portes palières, les portes d'ascenseur pour qu'ils soient co-familières pour la deuxième famille, troisième famille, quatrième famille. Vous savez très bien qu'à partir de R+5, l'ascenseur est obligatoire. Donc, c'est à partir de R+5, donc on met soit deuxième famille si c'est un choix, on met, donc c'est qu'on fait une demi-heure, 1 heure et 1 heure. Pourquoi? Pour protéger. Pourquoi? Parce que ça, on a une gaine qui est ouverte sur tous les niveaux, comme les escaliers. Donc, il faut la protéger par des portes afin d'éviter qu'il y ait de la fumée qui monte à partir de cette gaine sur les étages supérieurs. Et après, il y a une particularité, c'est pour ça que j'ai rajouté ces ascenseurs. La particularité, c'est dans la quatrième famille, plus de 28 mètres jusqu'à 50. La particularité, c'est que ces ascenseurs, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle un appel prioritaire. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas un ascenseur classique. Ça va être un ascenseur qui a une particularité, un dispositif, ce qu'on appelle un dispositif de commande prioritaire. Donc, ça veut dire que les pompiers, ils peuvent l'emprunter pour monter pas en dessous de l'étage sinistré. Ça veut dire si j'ai, par exemple, R+13 sinistré, ben, les pompiers, ils peuvent prendre l'ascenseur jusqu'à R+12 parce qu'on ne va pas leur demander de monter 13 étages à pied avec deux rouleaux de tuyaux sur le dos. Arriver au 9e étage, ils vont faire demi-tour, ils vont descendre, ils vont dire moi je démissionne. Ils vont partir. C'est pour ça que la réglementation veut que les pompiers arrivent, voilà, pas essoufflés ni rien du tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on demande ça s'appelle prioritaire. Donc pour les commandes, pour les pompiers, il doit être mis à disposition de sapeurs-pompiers. Ce dispositif aux normes et à servir à la détection et empêche la cabine de s'arrêter au niveau de sinistre. Et ces mêmes ascenseurs, ils sont liés à la détection. Ça veut dire que si j'ai un sinistre au 13e étage, ils ne s'arrêteront plus au 13e étage. Ça veut dire s'il y a une personne qui arrive au rez-de-chaussée, il veut monter au 13e étage, il habite au 13e étage, il appuie sur le 13e, l'ascenseur, il ne partira pas. Par contre, il s'arrêtera au 2e, 12 et 14. Et tous les niveaux, sauf le niveau sinistré, il ne s'arrêtera pas. Donc ça, c'est une particularité de la quatrième famille et de l'IGH, ce qu'on va voir plus tard. Donc ça, c'est une particularité. OK. Et après, on a le dernier. Ce qu'on va voir, c'est le parc de stationnement lié à l'habitation. Le parc de stationnement lié à l'habitation. Donc les exigences réglementaires par rapport à l'élément verticaux et les planchers. Donc tout ce qui est +1. Donc là, on parle de niveau de référence, soit +1, +2, soit au niveau supérieur, soit au niveau inférieur. Et on a une stabilité qui varie entre une demi-heure, 1 heure et 1 heure et demie. Le maximum, c'est 1 heure et demie, sauf pour les IGH, où ça, on va voir la particularité d'un PS, d'un parc de stationnement par rapport à un immeuble de grande hauteur. Là, on parle de 1 heure et demie, c'est le maximum qu'on peut mettre, mais systématiquement, la plupart du temps, c'est du 1 heure, puisqu'on trouve c'est du R+-2, 2 sous-sols, 2 niveaux de sous-sol, pas plus. Des fois, si on descend plus, ben, systématiquement, la réglementation impose quand le degré de coup-feu de parois et verticaux et des planchers, que ce soit
jusqu'à 1h30, c'est maximum. Alors, voilà. On va voir le dessin après. Donc, c'est ça, voilà, c'est 1h, 1h30, on va voir. Et après, le SAS, on va voir le SAS de communication et on va voir sur la photo qui va suivre. Le SAS de communication, donc l'intercommunication entre le parking et l'immeuble d'habitation, c'est 3 mètres maxi. 3 mètres carrés, la surface, c'est 3 mètres. Si on est dans le PMR, si on prend en considération le PMR, ça veut dire les personnes à mobilité réduite, là on passe de 3 mètres carrés à 5 mètres carrés. C'est juste pour. Donc voilà, c'est ça le dessin. Donc ça, là on va parler par rapport à ce qu'on appelle le vis-à-vis. Ça veut dire le parc de stationnement par rapport à un bâtiment vis-à-vis. Donc des fois, on a des bâtiments qui se collent. Bien sûr, systématiquement, leur parking, il se colle. Donc on protège la partie de cette zone de cette zone. Donc systématiquement, on a le bâtiment contigu. Là, il nous donne la réglementation. Si on parle du couvre-feu 1 heure, si le bâtiment contigu est deuxième famille. Donc toujours, on se base sur la famille. Pourquoi? Parce que par rapport à le risque, puisqu'on est dans la première famille, deuxième famille, le risque il est moindre. Puisqu'on parle de troisième famille, quatrième famille, le risque il est plus élevé, puisque par rapport à la hauteur, toujours le risque par rapport à la hauteur et le nombre de résidents. Puisque première famille, deuxième famille, on a les résidents, ils sont moins nombreux. Troisième famille, quatrième famille, les résidents, ils sont plus nombreux, donc la hauteur elle est plus importante, donc les risques il est plus élevé. C'est pour ça que ça augmente la résistance au feu par rapport à les parois contiguës et les vis-à-vis par rapport au parc de stationnement. C'est pour ça que sur ce tableau, on le voit. Donc, on est passé de 1 heure, on est passé à 2 heures, tout ce qui est troisième famille et quatrième famille. Et le SAS, ça aussi, c'est très, très, très important sur des plans que nous, on reçoit. On a toujours le SAS, les portes dans les parcs de stationnement des SAS, c'est toujours à l'intérieur. On n'ouvre pas. Donc, on ouvre la première porte au niveau d'évacuation, mais l'autre porte de l'escalier, on tire. Toujours, il se donne les 2 portes à l'intérieur. Et le minimum, là, la distance, là aussi, ça aussi, c'est parmi les problématiques. On trouve des places de parking qui donnent directement sur la porte des SAS. La réglementation, voilà, il nous faut minimum 0,90 de distance entre la porte et, voilà, c'est ça, entre la porte et la première place de stationnement. Voilà. Et après, c'est le vis-à-vis. Donc, voilà, le vis-à-vis. Donc, on a 8 mètres. Si on est à 8 mètres, il faut savoir que la réglementation, la distance de 8 mètres qui vaut couvre-feu 2 heures. Dès qu'on dit je suis distant d'un bâtiment A, du bâtiment B de 8 mètres, vous êtes couvre-feu 2 heures. Parce que l'air créé et la distance créée par rapport à l'air qui engendre, donc ça fait qu'il vaut une couvre-feu 2 heures. OK? Donc, après la distance à parcourir, pour les parcs de stationnement, plus le parc de stationnement il est grand, plus on a une espèce de distance à parcourir. La distance à parcourir, parce qu'on ne parle pas de l'aspect comme les ERP, établissements en service du public, on parle par rapport à l'effectif, ce qu'on va regarder plus tard, l'effectif sur la base réglementaire par rapport à le nombre de sorties. Dans le parc de stationnement, on ne parle pas de nombre de personnes ou bien le nombre de voitures. On prend la voiture la plus éloignée. Donc, on se base sur la distance à parcourir de la voiture la plus éloignée, de l'emplacement de la voiture la plus éloignée. Si je suis en cul-de-sac, comme là, par exemple, là, je suis là, cul-de-sac, donc il me faut 25 mètres. Il faut que cette place de stationnement soit à 25 mètres de mon premier escalier, de ma porte d'escalier. Par contre, si je suis au milieu, les places de parking qui sont là au milieu, qu'ils ont le choix entre l'escalier A et l'escalier B, là, la réglementation nous donne jusqu'à 40 mètres. Donc, on est sur 40 mètres, on est plus large. Par contre, la plus contraignante, c'est cette partie-là qui est, voilà, en cul-de-sac. Voilà, c'est ça, la plus contraignante, c'est ça. Et après, on peut être pénalisé. C'est pour ça que des fois, nous, comme recommandation, dès qu'il y a une espèce d'escalier, ici, on a des places de parking très, très éloignées par rapport au premier escalier, plus de 25. Donc, nous, on recommande que tous les locaux techniques soient ouverts de ce côté-là. Donc, aménager les locaux techniques dans les places, dans les parties où on peut créer des problèmes de distance à parcourir, au lieu de créer un deuxième escalier, un troisième, un quatrième. Voilà. Donc, ça, c'est des astuces qu'on prend en considération, qu'on propose aux architectes afin d'éviter de créer des escaliers. Voilà. Puisqu'on a des locaux, on aura des locaux techniques systématiquement dans les parcs de stationnement, pourquoi ne pas les créer dans les parties
où j'aurai un problème de cul-de-sac et éviter de créer un escalier supplémentaire. Donc, et après, donc voilà, c'est ça, c'est la distance à parcourir. Et après, la discontinuité, on l'a vu. Volet droit, 4 niveaux. Donc, largeur minimum, c'est 80 cm, ça, on l'a vu. Les matériaux sont combustibles, donc ça veut dire que des matériaux qui sont résistants au feu, ça veut dire que voilà, ils ne se consomment pas, ils ne s'enflamment pas. Donc, voilà. Et après, on parle de la ventilation. Là, on va passer dans la ventilation dans le parc de stationnement. Le parc de stationnement lié, je parle toujours parc de stationnement lié à l'habitation. Parce qu'il y a le parc de stationnement qu'on va reprendre pour les GRP, les établissements servant du public, ou bien l'IGH. C'est deux choses différentes. Le parc de stationnement lié à l'habitation, il a une particularité, c'est moins contraignant, entre guillemets, au niveau réglementaire, puisque c'est les mêmes personnes qui l'empruntent, c'est les mêmes, voilà, c'est des places désignés par rapport aux appartements. Donc, là, on est sur la ventilation est obligatoire. La ventilation, bien sûr, est obligatoire. Elle peut être naturelle. En plein naturel, ça veut dire qu'on peut avoir des ouvrants et après évacuer, il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste la réglementation nous demande d'avoir 6 décimètres carrés par véhicule. Ça veut dire je prends le nombre de places de stationnement, ce que vous avez créé comme place, le nombre de places, vous multipliez par 6 décimètres carrés, vous voyez que le nombre d'ouvertures, donc l'ouverture, que ce soit pour l'amener d'air, que ce soit pour l'évacuation de fumée, ce qu'on appelle la ventilation basse, la ventilation haute, par rapport le diamètre qu'il faut avoir par rapport à ces ouvrants. Donc, c'est tout. Et après, si on passe en termes mécaniques, le mécanique, des fois, on a des difficultés au niveau du deuxième sous-sol. Parce que le premier sous-sol, on le passe systématiquement naturel. Parce qu'on a toujours la possibilité de prendre la rampe comme amener d'air et d'avoir des évacuations en termes de calcul de 6 décimètres carrés par véhicule. Et après le deuxième sous-sol, on a des fois quelques difficultés d'avoir le deuxième sous-sol en naturel. Des fois, j'ai dit des fois. Et là, à partir de ce moment-là, on prend le calcul de 600 mètres cubes heure voiture. Donc, on multiplie le nombre de places par 600 mètres cubes heure voiture et on trouve le nombre, voilà, la capacité de mes moteurs d'extraction et d'évacuation et de ventilation. Et après, on fait notre calcul et tout ça. Donc, c'est juste. Et là, c'est qui est dans la partie parc de stationnement, dès qu'on passe de naturel à mécanique, vous êtes obligé d'avoir l'évacuation de fumée montante jusqu'aux toitures, donc créer une gaine du sous-sol, du deuxième, troisième sous-sol jusqu'à terrasse, sauf des fois sur des projets où on a une espèce de jardin où, voilà, où on peut créer, si on respecte les 8 mètres de distance, on peut avoir une évacuation de fumée éloignée de 8 mètres, on peut la mettre dans le jardin en le cachant, en mettant des espèces de petits trucs cachés, tout ça, pour que ça ne fasse pas voilà, visuellement moche. Et voilà, et c'est tout. Hein. Sinon, il faut carrément créer une gaine montante du deuxième, troisième, ou peu importe le nombre de niveaux de sous-sol jusqu'à la toiture pour évacuer la fumée. Ça, c'est que pour la fumée. Par contre, l'amener d'air, on peut systématiquement la mettre à proximité de l'immeuble parce qu'il n'y a pas de risque puisque c'est une amenée d'air. Par contre, l'évacuation de fumée, puisque le risque, vous savez, hein, la fumée, qui dit chaleur, qui dit intoxication, donc systématiquement soit éloigné, soit monté jusqu'aux toitures. Donc voilà, en gros, voilà. Et voilà. Je pense que, est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, on a vu. Moi, j'ai essayé de résumer au maximum pour ne pas être une intervention très lourde ni trop consistante. J'ai essayé d'avoir les points par rapport à ce qu'on voit sur les plans qu'on reçoit et tout ça, les points pour ne pas, il faut le prendre en considération dans la conception de vos plans afin que ça soit pris en compte et que vous ne perdez pas du temps pendant des semaines à faire une conception et à la fin, nous, par rapport à une remarque ou deux remarques, on vous démolit tout ce que vous avez fait pendant des semaines. Et voilà, c'était ça l'objectif. C'est pour ça que je suis parti sur les points essentiels. Donc, vous me dites si vous a apporté quelque chose, si vous avez des questions, si quoi que ce soit, je suis là. Je suis à vous.
Bravo tout d'abord et merci. C'était consistant quand même et très, mais condensé. Tabarakallah alik. Donc voilà, chers consoeurs et chers confrères, vous pouvez poser vos questions, activer votre micro et poser vos questions. Euh, oui, je peux poser une question. Oui, ben, non. D'abord, merci pour votre présentation et ces infos très intéressantes. Donc, je voulais juste savoir si on peut avoir votre présentation après, comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc c'est difficile de tout retenir. Est-ce- Donc, pour se rappeler, est-ce qu'on peut avoir un PDF, un fichier PDF pour après? Avec plaisir. Avec plaisir. Je l'envoie à Merci beaucoup. Sikali. Je l'envoie à Sikali, mais lui, il fera la diffusion. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bien sûr, on fera la diffusion via le conseil régional. Si Selim a levé la main, vous pouvez vous aussi lever la main pour qu'on s'organise. Yallah, si Selim, marhaba. Bonjour et merci pour ce cours et cette intervention qui est très intéressante. Vous m'entendez? Oui, 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 je vous entends. Oui, oui. D'accord. J'ai une petite question pour l'escalier, le deuxième escalier de secours de 90 centimètres, totalement à l'air libre, accessible directement par les appartements si la façade n'est pas accessible par les engins de protection civile. Dans les immeubles R+7, on a normalement l'habitude d'ajouter une deuxième cage d'escalier, mais pas à l'air libre, encloisonnée totalement et en contact avec la circulation commune des appartements. Et ça passe favorable chez les services de protection civile. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est réglementaire, pas réglementaire? Ça veut dire, si j'ai bien compris, ça veut dire que vous mettez par rapport les appartements aveugles qui sont au fond de parcelle, qui sont aveugles, vous mettez un escalier qui est encloisonné à l'intérieur, qui donne sur la circulation commune. C'est ça. C'est ça, ouais. Donc, ça veut dire on est sur un troisième escalier. Non, non, on est sur un deuxième escalier. Mais le deuxième escalier, il est obligatoire, sans prendre en considération, parce que c'est deux choses différentes. Le deuxième escalier, c'est par rapport à la hauteur et par rapport à la densité d'occupation qu'on va avoir. C'est pour ça qu'on part à partir de R+5, réglementairement à partir de R+5, on met un deuxième escalier, puisqu'on va avoir plus d'habitants, plus de personnes qui vont emprunter d'escalier. C'est pour ça qu'on met un deuxième escalier. Donc, ça veut dire que le deuxième escalier, il n'est pas fait pour l'accessibilité, il est fait par rapport à la densité d'occupation dans l'immeuble et par rapport à la hauteur que l'immeuble il a pris comme importance. Mais par contre, l'accessibilité, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. L'accessibilité, ça veut dire les appartements aveugles, vos appartements aveugles, ils sont liés par rapport à l'accessibilité. Et à partir de là, la réglementation, elle est claire. Soit vous partez sur la troisième famille B, vous mettez la détection et vous mettez le désenfumage, soit vous mettez un escalier qui donne sur une cour directement et de la cour vers la sortie directement. C'est deux choses différentes. D'accord. Donc, le deuxième escalier qui est encloisonné ne nous épargne pas des escaliers qui sont obligatoirement à l'air libre et donnant directement sur le fond des appartements. Tout à fait, tout à fait. C'est deux choses différentes. Non, c'est deux choses différentes. D'accord, ok, d'accord. Des questions? Bon, peut-être. Alors oui, il y a c'est Omar Idrissi qui a levé la main. Vous pouvez y aller. Oui, encore moi. Donc, une question par rapport à la distance des escaliers par rapport
aux appartements, les portes des appartements. Donc, vous avez parlé des 15 mètres. Mais si j'ai bien compris, pour la famille 3B, elle est réduite à 7. Voilà, parce que là, on parle sur les trois conditions. Donc voilà, si ces deux choses encore, c'est la même chose. Voilà. Il faut dispatcher parce que la réglementation, elle traite élément par élément par rapport à une particularité. Dans la troisième famille A, on a trois conditions pour ne pas avoir la troisième famille B, pour éviter le désenfumage et la détection. Pour éviter le désenfumage et la détection, il faut qu'on respecte trois conditions. Ça veut dire la porte palière 7 mètres, la hauteur, le R plus 7 maxi, et la porte donnant directement sur une voie échelle. Oui. Mais par contre, si on ne respecte pas les trois conditions, on tombe sur la troisième B, qui est la détection et le désenfumage. Par contre, la distance maximum, la distance réglementaire maximum qu'on peut avoir, là, on n'est plus dans la solution B ou la solution A. Là, on parle en général. En général, la distance maximum à avoir sur une porte palière d'appartement, c'est 15 mètres. Après, si vous voulez rentrer dans la catégorie troisième famille A, mais il faut respecter les 7 mètres les 7 mètres. distance. Voilà. D'accord. Par contre, vous avez la réglementation, vous donne la possibilité d'avoir jusqu'à 15 mètres de distance. Des fois, on a des couloirs trop longs, on met plusieurs appartements, plusieurs ça. Donc, systématiquement, on se retrouve avec un appartement, la porte palière de l'appartement la plus éloignée, un escalier qui peut avoir jusqu'à 15 mètres. Ça, c'est une possibilité que la réglementation nous donne. Parfait. Ça marche. Merci. Avec plaisir. Oui, vous pouvez y aller, Madame Kantar. Oui, bonjour. Merci, monsieur. Merci, monsieur Fouzi, pour sa. Excusez-moi, il y a un petit souci. Essayez maintenant. J'ai coupé les micros des autres participants. Vous pouvez réessayer. Ça va? Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, il y a ce petit problème d'écho. Peut-être si vous, il faut juste éloigner le micro du haut-parleur. C'est tout. Très bien, ça marche. Ça va? Il n'y a plus de problème? Non, c'est bon. Il n'y a plus d'écho. C'est bon? Oui. Alors, je remercie monsieur Fouzi pour son intervention pertinente, riche et concise. Il a exposé la réglementation concernant la quatrième catégorie concernant les ascenseurs, l'existence de l'ajout, c'est-à-dire pour la quatrième catégorie, vous avez dit que la réglementation exige une commande spéciale. Donc, je ne sais pas par rapport à la faisabilité. Déjà, l'existence et l'abondance sur le marché et par rapport au coût de cette commande supplémentaire. Donc déjà, l'existence, ça existe au Maroc, on le fait sur beaucoup de projets, et c'est qu'une commande que le fournisseur des ascenseurs, elle n'a pas un coût exorbitant. Hein. C'est juste une espèce de commande qui donne à l'installateur de la centrale de détection que lui prend en charge. Voilà la commande. Ça veut dire que dès qu'un détecteur d'un étage X envoie une information à la centrale ordonne à l'ascenseur, par le biais de cette commande, de cette communication entre les deux, ordonne de non-arrêt, qui ne s'arrête pas sur l'étage sinistré, pas plus. Donc, elle n'a pas un coût exorbitant du tout. Et ça, on le fait sur
sur beaucoup de projets avec des quatrièmes familles. Très bien, merci beaucoup. Pas de rien. Alors, bon, je vais me risquer à une question, peut-être pour clôturer, s'il n'y a pas d'autres questions aussi. Peut-être je me permettrai de vous demander s'il faut aussi de revenir un petit peu aux bases et à l'essentiel concernant donc l'encloisonnement des escaliers, à partir de combien, de quel type de famille, c'est-à-dire combien d'étages ou autre, il faut donc encloisonner la cage d'escalier principale. Et est-ce que il y a une distinction à faire s'il y a l'habitation est une maison individuelle ou alors si c'est un immeuble avec plusieurs appartements? Merci. Donc, l'encloisonnement de l'escalier, c'est à partir de 8 mètres. Dès que le plancher, mon plancher, le dernier plancher, donc on parle de deuxième famille. Donc, comme ce qu'on a vu là, sur la deuxième famille, je sors donc, à partir de deuxième famille, dès qu'on est plus de 8 mètres, on encloisonne systématiquement mon escalier. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc là, je pars sur, voilà, sur ça. Voilà. Donc, à partir, la deuxième question, donc c'est ça. Donc, on parle sur individuel. Individuel, c'est jusqu'à la deuxième famille. Ce que vous avez sur, je pense que vous avez l'écran. C'est bon? Vous oui, on voit très bien. Exactement. Voilà. Donc, c'est la première famille, la deuxième famille. C'est eux que la réglementation traite en individuel. Et après, à partir de R plus 2 et plus, c'est là où la réglementation elle traite les collectives. Donc, ça veut dire plusieurs appartements. En individu, donc elle parle de un simple rez-de-chaussée, R plus 1 jusqu'à R plus 2. Mais à partir de R plus 2, plus ou moins R plus 2 plus R3, donc là, on part sur le collectif. Donc, c'est ça ce que la réglementation, voilà ce que vous voyez sur le tableau réglementaire, c'est ça, soit isolé, soit jumelé, soit voilà, en bande structure et ainsi de suite. Là, on parle, c'est individuel, individuel. Mais à partir de deuxième famille, on trouve les deux, individuel et collectif. Parce qu'on peut avoir de R plus 2 famille individuelle, qu'on peut avoir le R plus 2, ce que vous avez dit, on peut avoir 2 appartements par niveau, comme on peut avoir 2 appartements par niveau, et c'est collectif. Et l'encloisonnement, c'est à partir de 8 mètres. Dès qu'on dépasse les 8 mètres, l'escalier est encloisonné systématiquement. OK, ben, c'est bien reçu pour moi. Merci encore. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, vous avez été très, très clair. Ben, je pense qu'on peut vous libérer et surtout vous remercier. Et on va attendre donc avec impatience la prochaine séance. Avec la prochaine formation, ce sera quoi? Les établissements recevant du public, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, notre cher voisin, Sifouzi Adil, du bureau BESIE. C'est comme ça que ça se prononce. C'est ça. BESIE. Voilà. C'est Bureau d'études, sécurité, incendie et environnement. C'est ça le. OK. C'est ça. Ben, on tâchera donc de partager les informations et vos contacts bon, pour les architectes qui souhaiteraient avoir vos services. Merci encore et merci à tous les participants. Et donc, c'est le moment de clôturer. Je vous remercie beaucoup.